Bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être encore une fois si nombreux. Je suis très heureux de voir que l'arbre suscite de l'intérêt. L'arbre qui est une sorte, un petit cycle qu'on a initié ce mois-ci, puisqu'on a accueilli la semaine dernière le célèbre botaniste et dendrologue Francis Allais, qui est venu nous parler de l'arbre en ville, mais aussi de ses arbres à lui. C'était, si ça vous intéresse, la vidéo de son intervention est disponible sur le site du 139. Et on a la chance aussi d'avoir une exposition qui a été réalisée par les Cueilleurs d'Histoire, qui s'appelle « Comme un arbre dans ma ville », qui est ici, que vous pouvez voir, où 28 Havraises et Havrais nous racontent leur arbre. Qu'est-ce qu'il signifie pour eux, quelle histoire ils ont pu entretenir avec tous ces arbres. Et c'est une bonne aussi introduction dans le sujet. Alors on peut se poser la question, pourquoi on parle d'arbres au 139 ? Pour l'ensemble d'entre vous, vous connaissez le lieu. Je veux juste dire que le 139, la raison d'être du 139, c'est de se dire à quoi va ressembler la ville de demain, l'habitat de demain. Qu'est-ce qu'on va se donner comme moyen pour que ce soit un habitat attractif, agréable à vivre. Et derrière l'habitat de demain se pose la question de la nature en ville. Et ça nous semble très important d'avoir des clés, des outils pour comprendre comment on peut, nous, à notre échelle, l'OGEOCEN, bailleur social, mais aussi à nos échelles individuelles de citoyens, agir pour rendre cet habitat peut-être plus désirable et intervenir sur les questions de nature en ville. Aujourd'hui, la nature, ça sera autour de l'arbre. On a la chance de recevoir Jérôme Kanda. Jérôme Kanda, vous êtes, je prends mes notes, chef de service espace naturel, patrimoine arboré et gestion des ressources, rattaché à la direction des espaces verts. Bonjour. Bonjour, oui, c'est ça, tout à fait. Je ne me suis pas trompé. Avec le plan 10 000 arbres qui est inscrit dans la politique publique de la ville du Havre, le Havre porte un ambitieux programme de plantation à l'échelle de la ville. On peut se poser la question, dans une ville qui est réputée, qui a été reconstruite, qui est réputée ville béton, Stalingrad-sur-Mer, qui a un peu cette image-là, de se dire quelle est la place des arbres en ville. Autrement dit, ça ressemble à quoi les arbres au Havre ? Alors, c'est vrai que du coup, on est sur une ville qui a été totalement bombardée et reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Du coup, le patrimoine arboré était pratiquement aussi détruit. Il restait encore la forêt de Montjon, notamment. Et du coup, lors de la construction, des plantations ont été faites pour accompagner ces reconstructions. Mais c'était surtout des plantations monospécifiques, c'est-à-dire des variétés qui étaient très, très limitées et à pousse rapide, en fait. Voilà. Donc on voulait reconstruire rapidement et accompagner ces reconstructions rapidement. Donc voilà, la place au niveau de l'arbre, c'est vrai qu'elle était, on va dire, secondaire. Ce qu'on essaie maintenant de rattraper depuis des années, c'est en effet de remettre le végétal au centre de toutes ces constructions, de tous ces aménagements qui existent et qui maintenant arrivent aussi. Peut-être rentrer concrètement dans le sujet et commencer par un état des lieux de combien d'arbres au Havre, où est-ce qu'ils sont situés, quel type d'essence on trouve. Je partage ici un petit plan que je vous laisse commenter. Donc là, voilà, vous avez un bilan, un état, on va dire, voilà, qui peut être mis à jour même, c'est janvier 2023, on n'est déjà même plus à jour, parce que voilà, comme on va vous expliquer, on est parti sur de la plantation, on plante beaucoup d'arbres, beaucoup plus que les années précédentes. Actuellement, on a à peu près 28 000 arbres d'alignement et isolés. Donc là, vous voyez à peu près la répartition de ces arbres d'alignement ou isolés. On peut constater en effet qu'on a plus d'arbres sur la partie nord-ouest du territoire. Pourquoi ? Parce que du fait de la pression, on va dire la pression urbaine et de la place qu'il y a pour planter des arbres, on en a beaucoup moins sur la partie centre-ville et la partie sud que sur la partie nord-ouest.
Voilà. Donc à ça s'ajoute, donc ça c'est les arbres d'aliments isolés, ça s'ajoute la forêt de Montjon, que tout le monde connaît. La forêt de Montjon, c'est 280 hectares, 218 hectares de boisement pur. Il y a aussi le parc de Rouelle, hein, qui est plutôt à l'est du territoire. Là, on est sur environ une bonne 55 hectares de boisement. Donc voilà. Donc, on a une trame, je vais parler de trame verte aussi, hein, qui se forme. Voilà, le parc de Rouelle, forêt de Montjon, et qui, avec le plateau d'Olmar, les jonctions se fait notamment par les arbres d'alignement qui sont plantés le long des rues. Ça fait 27 000 arbres, on est environ 166 000 habitants. Ça représenterait presque un arbre pour 6 habitants. Est-ce que dans la moyenne nationale, c'est beaucoup, c'est normal, c'est encore peu? Je vais dire que c'est normal et on peut faire mieux. Voilà. Nous, on a commencé depuis 4-5 ans à vraiment étudier pratiquement rue par rue où est-ce qu'on pouvait replanter de manière isolée ou de manière en alignement. Beaucoup de rues, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait au niveau de projet pour représenter ou faire valider des projets de plantation, notamment pour la partie, on va dire, basse de la ville ou centre-ville, du fait de la présence notamment alors, de la partie urbanisée, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la présence des réseaux aussi. Donc il y a beaucoup de grandes rues où vous ne voyez pas du tout d'arbres parce que vous avez beaucoup de réseaux souterrains ou aériens qui empêchent le développement de l'arbre en ville. Rendons hommage quand même à Auguste Perret qui, en introduction, on a dit vous avez une vision d'une ville complètement béton, mais qui a écrit ceci, et je me permets de le citer. « Nous éviterons les sempiternels alignements d'arbres, mais nous voulons que de partout, on aperçoive la branche d'un arbre, le miroir ou le jet d'une fontaine. » Est-ce que vous souscrivez à ce point de vue? Oui, oui, j'ajouterais qu'en plus, l'alignement d'arbres, deux arbres peut faire un alignement d'arbres. Donc nous, on n'essaie pas de faire des grands alignements, quand tout ça, ouais, avec les contraintes, comme je vous expliquais, les réseaux, c'est pas possible. Mais le fait de planter rien, ne serait-ce qu'un arbre isolé permet d'accompagner un aménagement ou un bâtiment. Donc voilà. De votre point de vue, quel est le rôle de l'arbre dans la ville? L'arbre, en fait, voilà, c'est son rôle, notamment de tout ce qu'on connaît par rapport à son rôle, par rapport climatique, par rapport à la pollution, son rôle aussi social, par rapport à, voilà, et puis le vivant en ville. Enfin, apporte voilà, je pense que c'est l'arbre par rapport à ce qu'on peut connaître au niveau des changements climatiques, a un rôle important en ville. On a pu, alors pas trop cet été, mais l'été dernier par rapport aux îlots de fraîcheur, voilà, l'arbre est important au niveau de ces îlots de fraîcheur en ville, quoi. 27 000 arbres, c'est aussi une gestion, surtout s'il y en a plus à venir, une gestion, un suivi qui est mené par une équipe que vous dirigez ou que vous pilotez. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelle est cette gestion de l'arbre, qu'est-ce que ça implique et quelle est la configuration du service dans lequel vous travaillez pour s'en occuper? Alors, nos grandes missions, c'est déjà de connaître le patrimoine arboré, de le suivre et de l'entretenir. Voilà. Donc pour ça, en fait, on a à la fois une équipe en régie d'arboristes grimpeurs. Donc avec moi, j'ai une équipe de 9 collègues qui au quotidien travaillent sur les arbres, que ça aille du contrôle sanitaire jusqu'à l'entretien, l'élagage, voire l'abattage. Donc là, sur ces photos, vous voyez notamment en haut à gauche et en bas à droite les arboristes grimpeurs, on les appelle. C'est des collègues qui sont spécialisés, hein, ils ont un certificat de spécialité pour pouvoir faire ce genre de travaux. Voilà, pour faire ces travaux, il faut à la fois bien connaître l'arbre, mais aussi il faut avoir des techniques de grimpe. Il faut, au niveau sécurité, il faut être au top, parce que l'erreur ne pardonne pas quand vous êtes là-haut. Donc voilà. Donc après, du coup, vous avez un exemple aussi. Voilà, vous voyez l'exemple en haut à droite, hein, le démontage d'un arbre quand il faut l'abattre. Ça arrive souvent qu'on ne peut pas l'abattre directement, donc ils sont obligés de monter en haut et de le tronçonner par tronçon pour pouvoir l'abattre sans conséquence au niveau de l'espace public qu'il y a autour. Alors, abattre un arbre, on a échangé la semaine dernière avec Francis Allais, dont la réponse est très claire. Abattre un arbre, c'est le dernier recours.
comment vous, dans la gestion de ce patrimoine arboré, vous procédez pour l'abattage? Qu'est-ce qui fait pencher, qu'est-ce qui vous fait décider que cet arbre doit être abattu ou non? Alors, en fait, l'abattage, c'est vraiment le dernier recours, en effet. On fait tout pour préserver les arbres. Nous, ce qu'on fait, du coup, c'est que tous les arbres, les 28 000, je dirais maintenant, qu'on a évoqués tout à l'heure, ils sont suivis. En fait, on a divisé la ville en 3. Et donc, tous les 3 ans, on passe sur un contrôle sanitaire sur les arbres. Ce contrôle sanitaire permet de détecter si l'arbre, on le classe en 3 parties, en fait, s'il est sain, s'il est contrôlé à surveiller ou sans avenir. Donc sans avenir, ça veut dire que voilà, on ne peut pas faire autrement que de l'abattre. Avant de l'abattre, il y a différentes techniques pour essayer de le maintenir. Mais voilà, l'abattage, c'est vraiment le dernier recours, quoi. Derrière l'abattage, il y a la plantation. Le plan 10 000 arbres rentre dans cet objectif d'augmenter ce patrimoine arboré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plan? Qu'est-ce que ça dit derrière? Quels sont les objectifs que vous vous fixez pour l'avenir? Alors, les objectifs, en fait, on a calculé avant le mandat actuel, on était à peu près sur environ 500 plantations par an. Là, l'objectif, c'est 1500 plantations par an. Donc là, vous voyez un petit peu la projection qu'on s'est donnée jusqu'en 2025. Le plan des 10 000 arbres, donc là, on s'est projeté sur un peu plus de 10 000 arbres en plantation. Quand on plante, en fait, plantation d'arbres, on entend, c'est sous différentes formes. Ça peut être à la fois de l'arbre d'aliment, comme on a évoqué. Ça peut être aussi de l'arbre isolé. Ça peut être de l'arbre en bosquet. On teste aussi tout ce que vous avez peut-être entendu parler des micro-forêts en milieu urbain. C'est-à-dire qu'il y a une surface, donc les plus petites, je crois, Chambarré, je crois que c'est 400 mètres carrés, où on va essayer de planter des baliveaux, des petits sujets très denses pour essayer de créer une micro-forêt. Et après, il y a tout ce qui est parti aussi reboisement. Aussi sur Montjon, on a travaillé sur des anciens terrains de football qui n'étaient plus utilisés, qu'on a retravaillé le sol et qu'on a replanté. Ça fait, cette année, on a fait 7000 m² plus 3000 m² de replantation. Donc différentes formes en fonction du contexte et des possibilités qu'on peut avoir aussi pour planter, quoi. Les contraintes des réseaux, vous l'avez évoqué, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une contrainte réglementaire liée au classement de la ville au patrimoine de l'UNESCO qui peut parfois empêcher de planter certains arbres? Oui, tout à fait. Il y a certains monuments qui sont classés. Du coup, là, c'est un sujet si on a un projet, on est obligé de le déposer, de le faire valider. Des fois, c'est refusé, des fois, c'est accepté ou modifié. Donc, voilà, en effet. Les arbres que vous plantez, c'est des arbres qui sont déjà adultes, matures, ou comme le propose Francis Allais, vous plantez des graines qui demain s'inscrivent sur le temps long et donneront des grands arbres? Alors, en effet, ce qu'on essaie de préconiser, nous, pour les plantations, c'est quand même de partir sur des jeunes sujets. Pourquoi? Parce que du coup, ils vont pouvoir plus facilement s'installer dans leur nouveau milieu. Si vous plantez des arbres qui ont déjà un certain âge, la reprise de l'arbre, donc ça pousse, est déjà plus compliquée et plus compromise. Donc des jeunes arbres. Mais des jeunes arbres, ça ne se voit pas forcément. Donc voilà, donc on essaie de mettre un peu les deux, en fait. Voilà. Alors la gestion de ce patrimoine arboré, c'est malheureusement aussi faire face aux aléas climatiques. On a eu le mois dernier une grosse tempête en France et notamment au Havre. Je crois que ça a vraiment impacté les arbres au Havre et votre travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors, la tempête Ciaran, en effet, elle était une tempête nous, au niveau arboristo-grimpeur, on n'avait pas encore vu sur le Havre. On a eu quand même des vents à plus de 170 km/h. À titre de comparaison, là, il y a 2 ans, je ne sais plus le nom de la tempête, mais on était à 140. Donc là, on a pas mal de dégâts. Et du coup, là, vous revoyez, voilà, c'est un peu une synthèse de des interventions qui ont eu lieu. Donc en ville, tous les ronds rouges que vous voyez, environ 170 arbres on a été obligé de les abattre, soit qu'ils étaient déjà au sol, ou ils étaient en train de tomber, ou ils étaient vraiment bien abîmés. La forêt de Montjon, on n'a pas encore fini. On a
enregistré, parce que donc on a quand même essayé d'informatiser un peu tout ça, plus de 500 points d'intervention. Donc ça va de l'arbre au sol à la branche qui est déchirée et qui est prête à tomber, mais qui n'est pas tombée et qui est donc dangereuse. Parc de Rouel, on est à environ à 180 interventions aussi. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, nous, comment on est organisé, c'est qu'on a une astreinte patrimoine arboré qui est toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et du coup, quand on a des problèmes climatiques et des problèmes de chute d'arbres, voilà, on a tout un fonctionnement d'astreinte qui permet d'intervenir dans les meilleurs délais pour sécuriser et pour assurer la sécurité. Forêt de Montjon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est 280 hectares, c'est très grand, une forêt en cœur de ville. Je ne pense pas que toutes les villes ont une forêt. Qu'est-ce que ça a de spécifique, vous, dans la gestion de ce patrimoine, de devoir gérer une forêt ? Le caractère, enfin la spécificité, c'est que du coup, la forêt de Montjon a un rôle très important au niveau social. Du coup, on a énormément de public qui vient dans cette forêt et qui vient profiter de cet espace-là. Et du coup, c'est un avantage, mais c'est aussi du coup un point de vigilance pour nous, notamment quand on a des interventions, que ce soit d'aménagement, de plantation, mais aussi d'intervention sur le massif forestier. Donc il faut qu'on soit très vigilant, qu'on communique énormément. La communication est importante. Pourquoi on intervient, dans quel but, pour que ça soit compris. Donc voilà, en fait, on serait sur une forêt de Bretonne, il y a du public, mais il y a la pression est moins importante, quoi. Alors l'arbre, c'est aussi, ça nous interroge sur notre rapport au temps, puisque on s'inscrit sur le temps long, un arbre qui pousse. Est-ce que vous connaissez le plus vieil arbre du Havre ? Là, vous allez me poser une colle. On a des vieux sujets, ouais, voilà, l'abbaye de Graville, c'est ce que j'allais dire, le cèdre du Liban, qui est un arbre remarquable. Et il y a les platanes devant l'hôtel de ville aussi, qui sont assez âgés. 170 ans. 170 ans, ce qui est beaucoup pour une ville de 500 ans, et ce qui est peu pour un arbre. En tout cas, il y a des arbres qui sont déjà beaucoup plus âgés. C'est un arbre que vous bichonnez particulièrement ? Alors, en effet, pareil, il a le droit à son contrôle sanitaire régulier tous les 3 ans. On le surveille dans le sens où, en effet, notamment par rapport à ces charpentes, voir s'il n'y a pas de rupture au niveau des charpentes. Parce qu'en fait, ça permet on peut anticiper la casse d'une grosse branche, une charpente, avec des systèmes d'aubanage. Donc, s'il y avait besoin, on pourrait l'aider à ce qui reste pérenne dans le temps, quoi. Et vous avez dit arbre remarquable. Qu'est-ce que c'est ? C'est un label ? Alors, il y a un label, en effet. Quand on dit arbre remarquable, ça peut être par rapport à son histoire, ça peut être par rapport à sa forme, son volume, son âge. Et du coup, en effet, il y a un label de arbre remarquable qui lui a été décerné il y a 3-4 ans. Notre relation aux arbres, elle passe aussi par l'art. On a eu en 2022 une exposition au MUMA qui s'appelait Le Vent, et dans laquelle le vent ne se voit pas, mais il se voit souvent à travers les arbres. Si on voit cette image, on a Claude Monet, Effet de vent, Félix Vallotton avec Le Vent, et une photo de Véronique Elena. Est-ce que vous pensez je passe aussi, ça c'est ce qu'on retrouve au jardin suspendu, hein, cette sculpture, ça n'est pas un vrai arbre qui est dans une des alvéoles du fort. Est-ce que vous pensez que l'arbre devrait avoir sa place dans la programmation d'un été au Havre 2024 ? Complètement, je ne vais pas dire l'inverse. On va en parler au directeur artistique pour ouvrir un peu les chakras. L'arbre, c'est la question de l'art. L'art, on a une exposition aussi et qui interroge plus le symbole et notre rapport aux arbres. Quel est, vous, à titre personnel, votre arbre préféré au Havre ? Moi, je dirais, j'aime bien le chêne, en fait.
ça paraît assez classique, mais pour moi, un beau et grand chêne, c'est majestueux. En fait, c'est par rapport à ces charpentes qui se déploient. Et voilà, je m'y vois bien monter, faire ma cabane et rester tout en haut. Est-ce qu'il y a un chêne au Havre que vous nous recommanderiez? En fait, c'est surtout sur la forêt de Montjon, en fait. Voilà. Au-dessus des lacs, au niveau des pelouses, là, vous avez des beaux sujets de chênes, soit en CP, avec plusieurs troncs, et donc il y a des beaux chênes. En CP, vous anticipez sur ma prochaine question. L'arbre, c'est aussi tout un vocabulaire très spécifique, comme dans chaque métier, mais qui peut être assez poétique. Dans l'exposition, là, il y a certains termes qui sont évoqués avec écrit. Ils sont mystérieux. C'est comme un monde merveilleux, tous ces termes. Je vous propose de vous poser la question, savoir si vous les connaissez, tous ces termes, si vous êtes d'accord. Houppier. Le houppier, c'est l'ensemble des charpentes. On va dire que c'est la tête de l'arbre. Très bien. Dioïque. Dioïque, c'est par rapport aux fruits, par rapport à C'est ça, c'est la plante dont les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur des pieds séparés. Ouais. Four, plus compliqué. Oui, là non. C'est un terme du Moyen-Âge qui est étymologiquement dit la fourche. Donc c'est l'endroit où les grosses branches d'un arbre se séparent du tronc. Okay. Drageon. Le drageon, c'est la jeune pousse, quoi, en fait. Parfaitement. Grume. La grume, c'est la partie du bois coupé, c'est le tronc généralement qui est coupé. Limbe. Limbe, c'est la feuille. Aubier. Aubier, c'est partie de la feuille aussi, quoi. La partie tendre du bois. Tendre du bois, pardon, ouais. Lenticelle. Lenticelle, je sais plus. Portion spécialisée du périderme, de formes variées, souvent lenticulaires. Donc on comprend encore moins bien avec la définition. Mais vous y êtes? Oui, j'y suis, tout à fait. Et pour terminer, ritidome. Là, c'est pareil. C'est l'ensemble des tissus inertes et crevassés situés en dehors du périderme. J'aurais dû réviser avant. Et le périderme, 2 fois qu'on parle du périderme, c'est la peau de l'arbre, c'est l'écorce, non? C'est une partie de l'écorce. Alors c'est la partie en dessous en fait, de ce qu'on voit en fait. C'est la sous-écorce. Sous-écorce, ouais. Merci de votre intervention. Alors, avant de passer la parole au public qui je pense, ont des milliers de questions à vous poser, on ne peut pas se terminer cette présentation sans parler du sapin de Noël. Cette année, Le Havre a fait le choix de ne pas avoir un grand sapin sur la place de l'Hôtel de Ville. Quel est votre rapport au sapin de Noël? Qu'est-ce que vous préconisez sur le futur? Alors, le sapin de Noël. En fait, il faut savoir que les sapins, en fait, c'est vraiment de la production. C'est de la production, de la culture et de la production pour du sapin de Noël. Donc, en fait, à part dans certains pays qui vont chercher leur sapin dans les vraies forêts, chez nous, en fait, c'est de la production locale pour la production, quoi. Après, en fait, j'ai pas d'avis vraiment bien tranché sur est-ce qu'il faut ou pas des vrais sapins. Voilà, je dirais que personnellement, le vrai sapin, ça a quand même beaucoup plus l'aspect, Noël, l'odeur, le végétal, quoi, le charme, voilà, tout à fait. Et la gestion des sapins après Noël, c'est votre service qui s'en occupe sur les points de collecte également? Alors là, on s'occupe, en fait, on travaille avec la propreté. C'est la propreté qui a mis en place, vous avez pu déjà voir les petits carrés pour les recyclages des sapins. Donc eux se récupèrent, nous amènent les sapins et on broie ces sapins pour réutiliser dans les massifs plantés en paillage. Merci beaucoup d'avoir répondu brillamment à toutes ces questions. Je laisse la parole aux personnes du public s'il y a des questions. Oui, les mains se lèvent. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question, c'était par rapport aux conseils que vous pouvez apporter aux particuliers dans leur propre gestion de l'arbre. Alors, il faut savoir qu'on a classé certains arbres dans le plan local d'urbanisme et on a joint en même temps, ces propriétaires ont reçu des fiches
de présentation de l'arbre, parce que des fois ils ne connaissaient pas forcément l'arbre, et avec des préconisations d'entretien. Ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Bonjour, alors moi j'ai une petite question. Je voudrais savoir si les arbres sont heureux en ville. Alors, est-ce qu'ils sont heureux ou pas ? Je dirais que certains oui, d'autres non. En fait, ça dépend un peu de la place qu'ils ont. On dit toujours, pour planter un arbre, il faut anticiper l'espace dont il aura besoin quand il sera devenu adulte. Alors on pense souvent à la partie du houppier, mais il y a aussi, surtout, je dirais, la partie racinaire. Donc si on lui a laissé de la place au niveau racinaire et houppier, il est heureux. Voilà. Après, s'il est contraint, il est déjà moins malheureux, il est déjà moins heureux. En fait, voilà. On a posé cette question aussi à Francis Allais, qui nous a dit que pour qu'un arbre soit heureux, il fallait qu'il soit entouré, puisque un arbre est un être social qui communique. Et je ne sais pas si vous confirmez, mais qu'il communique avec ses voisins arbres. Ah oui, tout à fait. Il y a plein d'études là-dessus, en effet, que les arbres en groupe, en effet, développent, notamment par rapport au niveau des champignons, plein de liens, entre guillemets, et qui sont du coup se développent plus facilement, résistent plus aux aléas climatiques. Et voilà. Mais la première chose, c'est vraiment, même un arbre isolé, si sur une pelouse, il a la place qu'il lui faut, il va se développer, il sera heureux de se développer, quoi. Quel est le pourcentage d'arbres exotiques ou hors région sur le Havre? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'arbres dont je ne retiens pas les noms et que je découvre. Et alors que nous, on est dans une région qui était boisée autrefois avec des noms que tout le monde connaît. Et là, on voit des arbres qu'on ne connaît pas. Quel en est le pourcentage? Alors, je ne pourrais pas vous donner de pourcentage comme ça. Après, en effet, on a quelques variétés un peu dites exotiques, qui ne sont pas forcément très locales. Après, il faut savoir qu'on essaie maintenant, avec le changement climatique, on essaie aussi on teste d'autres variétés. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué, cette question de qu'est-ce qu'on va planter dans 20, dans 50 ou dans 100 ans, parce qu'on ne connaît pas l'évolution exacte du climat et puis de l'environnement. Donc en effet, il y a des nouvelles variétés qui apparaissent, qu'on teste. Toutes les collectivités font un peu le même travail. Donc en effet, il y a de nouvelles variétés qui apparaissent qui ne sont pas forcément très, très locales, quoi. Oui, tout à fait. On a commencé à mettre des étiquettes sur les arbres. Généralement, c'est sur le tronc. Vous avez peut-être vu des planques, des petits supports bois avec le nom dessus. On essaie en effet d'accompagner ça de la communication qu'il faut. Oui, bonjour. Je suis, habitant sur rue Félix-Faure. Rue Félix-Faure, vous avez quelques copropriétés, notamment avec des arbres remarquables, des grands arbres qui ont plus de 100 ans même parfois. Et disons qu'il y a une gestion à ce niveau-là, si vous voulez, entre les syndics et puis éventuellement les conseils syndicaux qui sont un petit peu aléatoires. Dans le sens, si vous voulez, que les arbres, nous, on a eu dans notre parc notamment, il faut savoir que j'ai recensé plus de 32 variétés d'oiseaux. Et notamment, on avait un grand chêne où nichait un grand-duc. Donc, depuis qu'il est parti, il a été abattu parce que, soi-disant qu'il était un petit peu dangereux, il a été abattu, le grand-duc est parti. Bon, a priori, il a retrouvé, si vous voulez, une habitation au pourtour de notre parc, mais j'avoue que là, je suis un petit peu perplexe en réalité sur le fait d'abattre des arbres sans réellement essayer ou étudier le fait de conserver ces arbres. Dans une autre copropriété, si vous voulez, où je suis président de copropriété, du syndic copropriétaire, et on a le même phénomène avec un cèdre. Et le cèdre, si vous voulez, avec une tempête, son tronc s'est fendu sur à peu près 1 mètre. Donc, moi, je suis intervenu à ce niveau-là en disant il est hors de question, en quelque sorte, de couper l'arbre, puisque ça faisait 1/3 de l'arbre sur la hauteur. C'est un arbre qui doit avoir plus de 100 ans. Et je me suis complètement opposé, en quelque sorte, à couper l'arbre, et j'ai demandé à ce qu'on lui fasse, disons, un encerclement
de telle façon, si vous voulez, qu'on réduise un petit peu la fente, ou on la resserre, telle façon de moins fragiliser en quelque sorte le tronc, et de pouvoir conserver ce tronc sans l'abattre complètement ou abattre un tiers en réalité de cet arbre. Donc moi, ma question, si vous voulez, à votre niveau, est-ce que vous en tant que responsable de cet environnement-là au niveau de la ville du Havre, vous pouvez intervenir? Est-ce qu'il y a un classement notamment de ces parcs avec le recensement des arbres qu'il y a dans ces parcs privés? Est-ce que vous pouvez intervenir pour justement apporter vos conseils et puis, disons, interdire l'abattage des arbres? Alors, nous, on peut toujours intervenir en conseil, en préconisation, en effet, par rapport à ce que vous venez de décrire. C'est des choses qu'on fait aussi techniquement pour maintenir les arbres jusqu'au bout. Alors après, réglementairement, sur le domaine privé, on est quand même on est limité. On n'a pas de pouvoir d'interdire un abattage, quoi. Après, il faudrait voir les parcelles exactement. Après, ça dépend le classement. Si c'est un classement d'un boisement, si le boisement est classé, peut-être. Il faut savoir, sur la Costière, il y en a quelques-uns qui sont classés, notamment dans le domaine privé. Donc, après, il faut regarder précisément où ça se trouve, quoi. D'accord. Il faut voir le PLU par rapport à ça? C'est ça, tout à fait. Il faut consulter le PLU, ouais. Donc, on va auprès de vos services, en réalité, pour connaître le classement ou le non-classement? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors, donc nous, on peut vous répondre, mais vous pouvez vous rapprocher aussi de la direction foncière qui va très rapidement vous dire si c'est classé ou pas, quoi. Par contre, en effet, la méthode que vous dites, on le pratique aussi. Nous, on va même sur le château de Gourménil, on a un tilleul qui s'est ouvert, comme vous l'avez décrit. Mais en fait, du coup, nous, on a même percé l'intérieur de l'arbre. Ça peut paraître un peu barbare. Et en fait, on a mis une tige filetée pour resserrer les deux principaux troncs, pour éviter qu'ils s'ouvrent complètement. Comme les murs d'une maison. Oui, tout à fait. C'est une question aussi sur un de nos arbres, notamment on a des câbles, si vous voulez. On a des câbles pour maintenir, parce qu'avec le poids des feuilles et compagnie, l'arbre il a tendance, en réalité, les grosses branches ont tendance à s'avachir. Donc il y a des systèmes de câblage qui ont été mis, de toute façon, qui est très bien. Je dirais, on ne les voit pas durant l'été et puis durant le printemps, mais on les voit plus l'hiver. Mais question que je voulais vous poser par rapport à ça, qu'est-ce que vous mettez comme tige? Parce que il m'a semblé, si vous voulez, moi, je suis un petit peu métallurgiste, si vous voulez, et le marier la ferraille, en quelque sorte, avec de la végétation, pour moi, il y avait un risque de pollution, si vous voulez. Alors, à moins qu'on mette des tiges filetées, si vous voulez, style inox, où là, on est sûr, en réalité, qu'il n'y ait pas de corrosion. Vous avez répondu à la question. En fait, nous, ce qu'on laisse, c'est des tests, hein. Après, de toute façon, l'arbre, il est condamné. Si on fait rien, il va s'ouvrir en deux. Il est dangereux. On sera obligé de l'abattre. Donc, en fait, on a, des tiges filetées inox, on a mis, tout simplement. D'accord. Okay. Vous choisissez quoi? Du 304, du 316? Alors là... Non, parce que c'est une importance. Tout à fait. C'est une importance, je vais vous dire, parce que le 304, on a beaucoup utilisé, notamment pour faire tous les garde-corps au niveau de Sainte-Adresse et autres. Le problème, c'est qu'on est dans un air salin, et l'air salin, en réalité, n'empêche pas la corrosion du 304. Je vous donnerai le renseignement, je ne peux pas vous le dire. Je voulais juste avoir une précision. Un arbre comme ça... aidé ou béquillé, on va dire, avec cette tige filetée, est-ce qu'il cicatrise à l'intérieur à terme ou est-ce que c'est définitivement uniquement la tige qu'il fait tenir? Sur grosse déchirure, non, il ne va pas cicatriser, tout à fait. Bonjour. Alors moi, je fais partie des gens qui sont impliqués dans le littoral à Dolmar. J'habite à même la Falaise. On a eu l'occasion de travailler avec M. Affagar sur le réaménagement de l'espace naturel. On a pu choisir aussi certaines essences pour arborer tout ça. Pourquoi il n'y a pas eu encore, ça va peut-être venir, d'orientation vers le développement d'une forêt? Il y a l'espace là-bas, il y a l'espace de la plaine avec les animaux, les chevaux, etc. Mais un petit peu plus loin, il y aurait la possibilité justement d'y développer un espace forestier de petite dimension, bien sûr, malgré forcément le vent. On est forcément impacté, donc c'est compliqué d'aller investir pour développer un milieu forestier à ce niveau-là. Mais je pense que ça manque aussi. Puis il y a la place pour. Alors,
il y a aussi une zone aéroport, parce que nous, on a de la chance, on est en zone littorale, en zone acoustique et en zone aéroport. Donc on a beaucoup de restrictions sur ce qu'on veut faire. Mais donc là-dessus, c'était une question. Alors je pense que vous allez me répondre par de arborer de manière peu élevée, hein, enfin pas avec des sujets qui vont prendre de la hauteur. Mais par contre, côté particulier, c'est vrai qu'on aurait besoin justement d'avoir des informations sur tous ces aspects-là, parce que sinon, on peut planter tout ce qu'on veut, ça va pousser, on va nous dire bah, ça sert à rien, il faut le couper, parce qu'il y a les avions qui passent au-dessus de vos têtes, et ils ne passent pas très haut, en fait, effectivement, on est dans le couloir aérien. C'est vrai que sur le niveau d'Olmar, il y a la grosse contrainte. Alors, je ne sais plus la largeur, mais c'est vrai que le couloir, le cône des pistes est quand même assez élevé, assez large, je veux dire, et du coup, qui impose une hauteur minimum à ne pas dépasser. Après, je pense que c'est un milieu, de toute façon, qui n'était pas forcément propice à la forêt à l'origine, du fait de son exposition, de son sol. Après, je pense qu'il est important sur ce site, c'est de travailler sur les petits bosquets. Il y a déjà des bosquets existants. Là, ils vont se développer un peu plus. La partie roncier va se mettre en place. Vous allez avoir des baliveaux qui vont, des pousses naturelles qui vont pousser. Ça va se faire, je pense, au fur et à mesure, quoi. Voilà. D'autres questions ? Ici. Bonjour. Moi, je me pose une question, moi qui suis pratiquant du centre-ville régulier, et moi, je constate quand même je trouve qu'on a un manque de végétation, on a un manque d'arbres en centre-ville. On sait que vous avez des orientations qui vont vers en avoir plus. Quels sont pour le centre-ville des points stratégiques qui peuvent être intéressants à développer, des endroits que vous avez ciblés, ou tout simplement, peut-être de manière beaucoup plus sporadique, rajouter de l'arbre pour rajouter de la végétation en centre-ville ? Alors, on a un exemple, je ne sais pas si ça a commencé, place Jean Le Brozec. On essaie de réfléchir aussi, on parlait d'aliments, mais aussi sur les places ou les espaces qui sont même des petits espaces, où l'idée, ça serait de déminéraliser déjà et de pouvoir replanter. Alors, de l'arbre quand on peut, mais aussi, si ce n'est pas possible, plutôt des arbustes, taille moyenne, des choses comme ça. On essaie de regarder. Alors, c'est vrai, comme je disais au tout début, hein, en centre-ville, on a quand même une contrainte réseau qui est assez importante. Au tout début, quand on a commencé le plan des 10 000 arbres, on a pris chaque rue et on a étudié, on a fait des demandes aux gestionnaires des réseaux. Il y a certains, en centre-ville, il y a des endroits où on ne peut pas du tout planter, en effet. Après, on essaie de travailler sur les places de... Alors, la place du les parkings aussi, c'est un vrai débat, parce que est-ce qu'il faut supprimer des places de parking pour mettre l'arbre ? Voilà. On est tous d'accord. Après, voilà. Et après, on a réussi, je prends la place Jean Le Brozec, hein, c'est l'espace qui est le plus proche de nous, c'est que du coup, il y avait quelques arbres. Là, on va arriver à densifier ces plantations d'arbres en déminéralisant donc, les surfaces et en plantant des arbres. Alors ma question rejoint un peu la précédente. Vous avez parlé de débétonner, ça me ferait plaisir parce qu'il y a vraiment des endroits où on se demande, bon, le quai Southampton, il est vachement agréable, mais alors ces pauvres pins maritimes, d'abord pourquoi du pin maritime à cet endroit-là? J'aimerais encore bien le savoir. Mais alors là, disposer, histoire de dire, bon, on a mis des arbres un petit peu parce qu'il y avait un petit peu trop de béton, puis vous alliez vous en apercevoir, quoi. Moi, j'habite en face de Franklin. Avant Franklin, bon, d'accord, c'était des crottoirs souvent. Mais au moins, il y avait tout un bosquet de bouleaux qui ne demandait rien à personne, il poussait bien, c'était joli. On m'a planté là, en face de ma fenêtre, un tulipier de Virginie, soi-même, qui est planté en courant d'air au coin de la rue Collard et de la rue du Médaplemont, qui a peu de chances de prospérer. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui me paraissent un petit peu bizarroïdes dans le choix des espèces, les lieux, et puis ce trop de béton, quoi. Enfin, c'est la mode dans toutes les villes. J'accuse pas particulièrement le Havre. C'est bien. On met du béton, puis on met un petit massif de fleurs, voire en pot, parce que comme ça évite les racines. Alors après, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'était... je pense que cette mode d'aménagement est en train de changer quand même. Donc je pense que du coup,
l'importance de l'arbre, l'importance de la végétalisation. En ville, je pense que tout le monde en prend conscience de l'intérêt, à la fois pour le bon fonctionnement de la ville, mais aussi pour le rôle sanitaire et social, on va dire, de l'arbre en ville et de la végétation, arbustes ou même les pelouses. Je pense que voilà, il y a quand même une prise de conscience qui fait que dans les aménagements futurs, ça sera vraiment différent, quoi. Alors, vous aurez peut-être l'exemple du tramway, la seconde phase du tramway. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la partie végétalisée du tramway. Elle sera différente. Alors je m'engage peut-être, mais elle sera plus importante que la première phase du tramway, quoi. Et nous aussi, logés au Seine, en tant que bailleur social, on a une forme de responsabilité où on prend conscience, on apprend ça. Il y a Marie Nguyen qui est là, qui est la directrice environnement. Ce cycle autour de l'arbre, c'est aussi une manière pour nous de se dire comment faire dans les programmes qu'on mène et qui fabriquent la ville, d'y intégrer davantage de la végétation, de l'arbre, les bonnes essences, les bonnes espèces pour qu'elles se développent correctement, qu'elles cohabitent bien avec leur environnement, etc. Donc il y a vraiment un travail à faire et je pense que vous avez raison. C'est en cours, on sent qu'il y a ça se passe. Ça bouge. Ça bouge. Croisons les doigts. Oui. J'en ai une autre sur l'élagage des platanes. Parce qu'autour de l'hôtel de ville, lors de la dernière tempête, il y a eu un saccage terrible. Et Francis Allais nous a dit la semaine dernière que justement, l'élagage, ça fragilisait plus qu'autre chose les arbres. Donc, est-ce qu'on est obligé d'avoir des platanes cubiques? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des platanes libres? Alors, en effet, plus vous allez tailler un arbre, plus il va être fragile et moins il sera pérenne dans la durée. Nous, ce qu'on essaie de faire, en effet, c'est qu'on est quand même maintenant passé sur beaucoup, on n'a pas à rentrer dans le détail au niveau des tailles, mais on est sur ce qu'on appelle de la taille libre ou de la taille sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on intervient tous les 6 ou 7 ans sur les arbres de manière vraiment, je ne vais pas dire la pince épilée, mais presque. C'est-à-dire qu'on va couper vraiment les branches qui sont mortes, donc qui risquent de tomber, les branches qui sont cassées. Et en même temps, ça nous permet de contrôler. Mais on n'est plus sur les tailles rapprochées ou les tailles drastiques. On en a encore, parce qu'on a des contraintes au niveau de l'habitat, enfin des habitations. Et je crois que ça ne représente que 7% de ce forme de taille drastique sur la ville du Havre. Après, l'hôtel de ville, c'est vrai qu'on a une contrainte de gabarit à respecter. Il y a des endroits où on pourrait lâcher, entre guillemets, cette forme de taille, mais on y travaille. On part vraiment. Alors, du coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Il faut l'accompagner, l'arbre, parce que du coup, en effet, je vous parlais des dégâts de la tempête. En fait, je pense qu'on serait encore sur des tailles drastiques sur l'ensemble de la ville du Havre. On aurait eu beaucoup plus de dégâts que ce que j'ai pu vous présenter. Peut-être une dernière question avant de continuer à échanger autour d'un déjeuner, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, pour ceux que ça intéresse, on a le manifeste de l'arbre en ville qui a été édité par la ville du Havre, qui est disponible à l'entrée du 139, où vous trouverez beaucoup d'informations sur à la fois ce qui a été dit et d'autres choses, notamment sur l'aspect social dont vous avez parlé de l'arbre en ville. Merci beaucoup pour votre présence et cet éclairage très, très intéressant. On se retrouve à côté pour un cocktail déjeuner et c'était notre dernier déjeudi de la saison 2023. Rendez-vous en 2024, on peaufine la programmation. Merci de votre présence, merci beaucoup.